Après avoir abandonné pour ma grand-mère, ma famille m'a dit échec. 15 ans plus tard, à une réunion, la télé annonce la nouvelle bibliothèque universitaire nommée d'après le plus généreux donateur. Le verre de ma mère tomba. Mon nom est Chloé Lambert et j'ai 34 ans. Il y a 15 ans, j'ai fait mes valises au milieu de la nuit et j'ai sacrifié mes études universitaires pour empêcher ma grand-mère de finir dans un établissement de soins sinistre géré par l'État. J'ai fait ce que la famille est censée faire quand quelqu'un qu'elle aime est terrifié et perd la tête. J'ai supplié mes parents de m'aider. Au lieu de cela, ils m'ont coupé de tout soutien financier et social. Ma mère et mon père ont raconté à tous nos parents et à toutes leurs connaissances du club de golf cossu que j'étais une ratée paresseuse qui ne pouvait tout simplement pas gérer les études universitaires. Ils m'ont officiellement catalogué comme la laissée pour compte. Pendant une décennie et demie, j'ai été forcé de porter cette étiquette humiliante. Je les ai laissés diffuser leurs mensonges toxiques à chaque dîner de Thanksgiving auquel je n'étais pas invité, et à chaque Noël où mon nom était prononcé comme un mot sale. J'étais la fille déshonorée. J'étais l'exemple moral commode que mes parents utilisaient pour se présenter comme des victimes souffrantes pendant qu'ils inondaient mon frère aîné de soutien financier illimité. Ils m'ont traité comme un fantôme. Mais ce que mes parents ignoraient, c'est que pendant qu'ils passaient 15 ans à essayer d'effacer mon existence, j'étais en train de bâtir discrètement un empire de technologie éducative valant 60 millions d'euros, en partant de zéro. Le mois dernier, j'ai reçu une invitation papier doré pour la somptueuse fête de leurs 35 ans de mariage dans leur club privé exclusif. Contre toute attente, j'ai décidé d'y aller. Je me tenais au fond de leur salle à manger privée, vêtu d'une robe simple, entouré de 40 membres de ma famille qui me regardaient avec une pitié à peine voilée et chuchotaient dans mon dos. Mais à 18 heures précises, mon oncle a allumé le grand écran plat monté au-dessus du bar privé. Les actualités locales diffusaient en direct la cérémonie d'inauguration d'une toute nouvelle bibliothèque de sciences ultramoderne à l'université de Bordeaux. Ma mère a pointé fièrement l'écran de télévision, se vantant à voix haute devant toute la salle de l'importance que notre famille accorde à l'enseignement supérieur. Puis le président de l'université est monté sur l'estrade en bois. Il a regardé droit dans les caméras de nouvelles et a annoncé que ce magnifique nouveau bâtiment était entièrement financé par un donateur anonyme unique de 15 millions d'euros. Il a dit à la foule que le donateur était une ancienne étudiante qui avait fait le sacrifice ultime en se retirant de ses études pour s'occuper de sa grand-mère mourante, alors que personne d'autre ne le ferait. Puis il a annoncé son nom. Il a dit, « Joignez-vous à moi pour remercier la directrice générale de Zenith EdTech et la généreuse homonyme de cette nouvelle bibliothèque, Chloé Lambert. » Ma mère tenait un lourd verre à vin en cristal. Quand elle a entendu mon nom résonner à la télévision, la couleur a instantanément disparu de son visage. Ses doigts sont devenus complètement mous. Ce verre en cristal coûteux lui a échappé des mains et s'est brisé violemment sur le parquet. 40 paires d'yeux se sont lentement détournés de l'écran de télévision pour se fixer entièrement sur moi. Le silence qui a suivi fut le son le plus assourdissant que j'ai jamais connu de toute ma vie. Avant que je ne vous raconte la confrontation dévastatrice qui a suivi et comment j'ai détruit la fausse réputation de ma famille, prenez un instant pour aimer cette vidéo et vous abonner à la chaîne. Mais seulement si vous croyez vraiment que la vérité finit toujours par éclater. Laissez un commentaire maintenant en me disant de quelle ville vous regardez et quelle heure il est chez vous. Je veux vraiment savoir où vous êtes. Maintenant, laissez-moi vous ramener 15 ans en arrière, dans les banlieues aisées de Lyon, au jour exact où ma famille a décidé de m'effacer, et l'appel téléphonique déchirant qui a changé toute ma vie. Pour comprendre le crash satisfaisant de ce verre à vin en cristal, vous devez d'abord comprendre la hiérarchie absolue du foyer Lambert. Ayant grandi dans les banlieues excessivement riches de Lyon, ma famille était obsédée par une seule chose, et une seule, l'apparence. Mes parents, Richard et Evelyne, voyaient leurs enfants non pas comme des êtres humains à nourrir, mais comme des investissements dans leur propre portefeuille social. Dans ce portefeuille, mon frère aîné, Charles, était l'enfant d'or incontesté. Charles a gagné ce titre simplement en étant né fils et en possédant une personnalité bruyante et charismatique qui reflétait parfaitement mon père. C'était un athlète qui ouvrait rarement un livre, mais il avait toujours des tuteurs de haut niveau qui apparaissaient comme par magie pour l'aider à réussir ses cours. Quand Charles a obtenu son diplôme de lycée avec une moyenne générale parfaitement moyenne de 10,8/20, mes parents lui ont acheté un tout nouveau véhicule de luxe et ont organisé une fête avec traiteur pour 200 personnes. 2 ans plus tard, quand j'ai obtenu mon diplôme major de promotion avec une bourse complète pour étudier l'informatique. J'ai reçu un hochement de tête poli de la part de mon père à table et une remontrance sévère de ma mère sur le fait que rester devant un écran d'ordinateur n'était pas une voie de carrière très d'âme.
J'ai vite compris que j'étais une obligation tandis que Charles était un actif. Je n'ai pas lutté. J'ai simplement fait mes bagages et déménagé à l'autre bout du pays, à l'université de Bordeaux, où je me suis entièrement plongé dans mes études. Au printemps de ma première année, je m'épanouissais. Je maintenais une moyenne générale impeccable de 17/20. J'étais la programmeuse principale d'un prestigieux projet de robotique. Pour la première fois de ma vie, j'avais l'impression de construire une identité qui n'avait absolument rien à voir avec les attentes étouffantes de mes parents. J'étais enfin libre. Mais il y avait un lien qui me rattachait à la région, ma grand-mère, Hélène. Hélène était la mère de mon père, mais elle ne pouvait être plus différente de lui. Elle vivait dans une maison modeste et vieillissante, dans un quartier ouvrier tranquille, à 1 heure de route du manoir tentaculaire de mes parents. Quand j'étais petite, quand mes parents étaient trop occupés à assister à des galas de club et à des dîners de réseautage pour se souvenir de mes anniversaires, c'était Hélène qui venait toujours. Elle faisait de la pâtisserie avec moi. Elle m'a appris à lire des livres d'histoire. Elle m'écoutait parler de langage de programmation qu'elle ne comprenait pas, juste parce qu'elle aimait voir mes yeux s'illuminer. Hélène était la seule personne de toute ma lignée sanguine qui m'offrait une chaleur et une sécurité inconditionnelles. Pendant mon 2e semestre à l'université de Bordeaux, nos appels téléphoniques hebdomadaires ont commencé à changer. Hélène oubliait les noms de mes professeurs, ce qui n'était pas si inhabituel, mais elle a ensuite commencé à oublier dans quelle ville je vivais. Une nuit, elle m'a appelé en pleine panique à 2 heures du matin parce qu'elle pensait qu'un étranger dormait dans son salon. C'était son propre reflet dans un grand miroir. Le diagnostic médical fut rapide et totalement dévastateur. Elle souffrait d'une forme agressive de démence précoce. Le médecin a été très clair avec la famille, Hélène ne pouvait plus vivre seule. Elle devenait un danger pour elle-même. Elle devait être placée immédiatement dans un établissement de soins de mémoire à temps plein. J'avais 19 ans, assise dans ma chambre de dortoir, entourée de manuels et de circuits imprimés, lorsque j'ai reçu un appel frénétique de la voisine d'Hélène. La voisine avait trouvé ma grand-mère errant au milieu de la rue sous la pluie glaciale, vêtue seulement de sa chemise de nuit, à la recherche d'un chien mort il y a 10 ans. Mon cœur s'est complètement brisé. Je savais que les établissements gérés par l'État étaient chroniquement sous-dotés en personnel et profondément déprimants. Hélène avait besoin d'un centre de soins privé spécialisé où elle serait traitée avec dignité. Les coûts étaient astronomiques, mais je savais que mes parents avaient l'argent. Mon père était un cadre supérieur et ma mère venait d'une famille riche. C'était sa propre mère qui errait sous la pluie. J'ai supposé sans l'ombre d'un doute qu'ils interviendraient et feraient ce qu'il faut. J'ai composé le numéro de mon père les mains tremblantes. Assise au bord de mon lit simple et étroit à Bordeaux, je l'ai supplié de l'aider. Je sanglotais dans le combiné, expliquant à quel point Hélène était terrifiée et comment l'assistante sociale avait dit qu'elle avait besoin d'un placement immédiat. Je lui ai dit que nous devions agir vite avant qu'elle ne se blesse gravement ou ne finisse dans la circulation. Le silence à l'autre bout du fil était de la glace absolue. Quand mon père a finalement parlé, sa voix ne manquait pas le moins du monde d'empathie. Il a soupiré bruyamment comme si je venais d'interrompre une partie de golf très importante. Il m'a dit qu'il n'avait tout simplement pas la liquidité nécessaire pour financer un centre de soins pour elle. J'ai arrêté de respirer. J'ai demandé ce qu'il voulait dire par liquidité. Je lui ai rappelé qu'il venait de remodeler leur cuisine pour la 3e fois en 5 ans. Et c'est là que mon père a porté le coup de grâce. Il a expliqué avec désinvolture qu'il venait d'émettre un énorme chèque à 6 chiffres pour couvrir Charles. Mon frère venait de rejoindre une fraternité d'anciens élèves d'élite qui exigeait des cotisations exorbitantes. De plus, Charles avait décidé qu'il voulait être entrepreneur. Il avait présenté à mes parents une idée vague et ridicule d'incubateur de start-up de style de vie. Ce n'était pas une vraie entreprise. C'était un fond de tiroir pour que mon frère puisse louer un loft de luxe au centre-ville, organiser d'énormes fêtes et jouer au PDG sans faire de vrai travail. Mes parents avaient drainé leurs économies liquides pour financer la maison de fraternité glorifiée de mon frère. Je criais au téléphone. J'ai demandé à mon père comment il pouvait choisir une fausse start-up plutôt que la sécurité de sa propre mère. Je l'ai supplié de retirer le financement. Je lui ai dit qu'Hélène allait être placée dans une aile lugubre où elle serait attachée à un lit et complètement oubliée. Puis j'ai entendu le téléphone passer et ma mère Evelyne a pris le combiné. Sa voix était vive et teintée d'un profond agacement. Elle m'a dit d'arrêter d'être si dramatique. Elle a dit qu'Hélène avait fait son propre lit financier en refusant d'investir judicieusement quand elle était jeune,
et maintenant elle devait en assumer les conséquences. Ma mère a froidement déclaré que Charles construisait un héritage pour le nom de famille Lambert tandis qu'Hélène atteignait simplement la fin naturelle de sa vie. Elle m'a explicitement dit qu'il se lavait les mains de la situation et laissait l'État s'occuper de ma grand-mère. Puis elle a raccroché. Je suis restée assise dans mon dortoir en écoutant la tonalité morte. La trahison était si profonde qu'elle m'a physiquement coupé le souffle. Ils allaient réellement l'abandonner. La femme qui avait élevé mon père, la femme qui m'avait protégé de leur froideur, allait être mise au rebut comme des ordures pour que mon frère chéri puisse prétendre être un magnate de la technologie. J'ai regardé l'écran de mon ordinateur. J'ai regardé le code de robotique prestigieux sur lequel j'avais passé des mois à travailler. J'ai regardé le syllabus de mes examens finaux, qui était dans seulement 3 semaines. J'avais lutté si incroyablement fort pour me bâtir cette vie à Bordeaux. J'étais sur la voie rapide pour des stages de premier ordre et une carrière brillante. Mais j'ai fermé les yeux et j'ai imaginé Hélène errant sous la pluie glaciale, terrifiée et complètement seule. Il n'y avait pas de choix à faire. Pas vraiment. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai ouvert les formulaires de retrait universitaire. J'allais jeter ma bourse complète. J'allais faire mes valises, retourner dans la région de Lyon et devenir l'aidante à temps plein de ma grand-mère parce que personne d'autre au monde n'allait la protéger. Je pensais que le sacrifice d'abandonner mon école de rêve était la partie la plus difficile de l'épreuve. Mais j'étais incroyablement naïve. Je ne réalisais pas que mes parents étaient complètement terrifiés par la façon dont mon noble sacrifice les ferait paraître auprès de leurs amis riches. Ils savaient que si le club de golf apprenait qu'ils avaient abandonné la mère de Richard pour financer le style de vie de fête de Charles, leur réputation sociale immaculée serait totalement ruinée. Ils avaient besoin d'un bouc émissaire. Et pendant que j'imprimais mes formulaires officiels de retrait universitaire, ma mère rédigeait déjà un récit vicieux pour détruire ma réputation avant même que je ne remette les pieds dans la région de Lyon. Je me tenais dans le bureau d'inscription éclairé au néon de l'université de Bordeaux le lendemain matin, serrant un dossier en papier manille contre ma poitrine. Mon conseiller pédagogique m'a regardé avec une douleur sincère dans les yeux. Il venait de revoir ma moyenne générale parfaite de 17/20 et le stage de robotique prestigieux que je devais commencer cet été. Il m'a demandé si j'étais absolument certaine de vouloir faire cela. J'ai avalé l'énorme boule dans ma gorge et j'ai hoché la tête. Il a tamponné mes formulaires de retrait officiels avec un lourd tube. L'encre rouge en haut de la page indiquait « Congé de courtoisie pour soins familiaux ». C'était la vérité absolue imprimée sur papier à en-tête de l'université. Mais cela ressemblait à une condamnation à mort pour mes rêves. J'ai fait mes bagages dans un silence complet pendant que ma colocataire dormait. J'ai traîné 2 valises lourdes dans un vol de retour vers Lyon, laissant derrière moi tout ce pourquoi j'avais travaillé si dur. Je n'ai pas versé une seule larme pendant ce vol parce que je savais que pleurer ne changerait pas la réalité de ce qui m'attendait. Quand je suis arrivé à la petite maison vieillissante de grand-mère Hélène, la réalité de sa détérioration m'a frappé comme un coup physique. La maison sentait faiblement le pain grillé brûlé et la vieille lavande. Hélène était assise dans son fauteuil fleuri usé, fixant d'un air absent une télévision qui n'était même pas allumée. Elle avait l'air si incroyablement fragile. Je n'avais que 19 ans, mais j'ai instantanément troqué mes manuels et mes groupes d'études du week-end contre un quart de travail épuisant de soins 24 heures sur 24. Les premières semaines furent un cauchemar d'épuisement. La démence est un voleur cruel et implacable. J'ai dû installer des verrous supplémentaires sur toutes les portes pour qu'Hélène ne s'échappe pas dans les nuits glaciales de Lyon. J'ai passé des heures à la nourrir de flocons d'avoine tiède à la cuillère, la cajolant pour qu'elle mange quand elle oubliait comment mâcher. Je la baignais. Je gérais son programme de médicaments complexes. Mais le plus difficile, ce furent les terreurs nocturnes. Vers 2 heures du matin, elle se réveillait en hurlant, absolument convaincue que des hommes étranges essayaient de forcer les fenêtres. Je m'asseyais sur le sol à côté de son lit pendant des heures, lui tenant les mains tremblantes et chantant de douces berceuses jusqu'à ce que le soleil se lève enfin. Pendant que je perdais la tête à cause du manque de sommeil et du poids émotionnel écrasant de regarder ma grand-mère s'éteindre lentement, mes parents vivaient dans un univers complètement différent. À travers l'objectif cruel des médias sociaux, j'ai vu ma mère, Evelyne, poster des photos de ses somptueux voyages de dégustation de vin dans la vallée de Napa. J'ai vu mon père, Richard, acheter un nouveau bateau de luxe pour la saison estivale à venir. Et j'ai vu mon frère Charles poster des vidéos chaotiques d'énormes fêtes dans son loft coûteux au centre-ville, que mes parents finançaient complètement sous le prétexte de son incubateur de fausses start-up. Charles achetait des spiritueux haut de gamme et des vêtements de créateurs,
tandis que moi, je comptais littéralement des pièces de monnaie dans la cuisine de ma grand-mère, essayant juste de trouver comment me payer du pain et des couches pour la femme qui avait élevé notre père. L'injustice me brûlait la poitrine. Mais j'ai gardé la tête basse et me suis concentré entièrement sur le maintien de la sécurité d'Hélène. À la fin de mon 2e mois dans la région, mon petit compte épargne de mon emploi de tutorat sur le campus était complètement vide. Je me tenais dans l'allée éclairée au néon d'une pharmacie locale, fixant le prix des médicaments d'Hélène et un paquet de substituts nutritionnels. Il me restait exactement 14 € au monde. La facture totale allait dépasser 80 €. La panique m'a serré la gorge. J'ai quitté le magasin les mains vides et je me suis assise dans ma vieille voiture de 12 ans, grelottante dans le froid. Je savais que mes parents s'étaient explicitement lavé les mains de la situation, mais j'étais désespéré. Je ne demandais pas l'argent des frais de scolarité ni un loft de luxe comme Charles. Je demandais des nécessités de survie de base pour leur propre chair et leur propre sang. J'ai sorti mon téléphone et j'ai tapé un long message texte suppliant à ma mère. J'ai expliqué qu'Hélène n'avait plus ses médicaments pour la tension artérielle. J'ai expliqué que nous avions besoin de provisions. J'ai avalé toute ma fierté et j'ai supplié pour quelques centaines d'euros juste pour passer le mois. J'ai appuyé sur envoyer et j'ai vu la petite notification de livraison apparaître à l'écran. J'ai attendu dans cette voiture glaciale pendant 45 minutes. Finalement, mon téléphone a vibré. C'était une réponse de ma mère. J'ai ouvert le message, m'attendant au moins à un accord réticent pour transférer une petite somme d'argent pour l'épicerie. Au lieu de cela, ce que j'ai lu a complètement arrêté mon cœur. Son message texte n'était pas seulement un refus. C'était une tentative calculée, venimeuse, d'assassinat de caractère. Ma mère avait écrit « Tu es une honte absolue pour cette famille. N'essaie pas d'utiliser ta grand-mère comme une excuse pathétique pour le fait que tu n'as tout simplement pas pu gérer les études universitaires. Nous connaissons la vérité. Nous disons à tous les voisins et à nos amis du club que tu es rentré à la maison parce que tu échouais à tes cours et que tu abandonnes. N'essaie plus jamais de nous demander de l'argent. » Je suis resté parfaitement immobile, agrippant le volant jusqu'à ce que mes jointures deviennent complètement blanches. J'ai lu le message une 2e fois, puis une 3e. La pure cruauté psychologique de ces mots m'a submergé. Il ne suffisait pas qu'ils abandonnent Hélène. Il ne suffisait pas qu'ils refusent d'acheter ses médicaments de base. Ils étaient absolument terrifiés que les femmes riches du club de golf découvrent qu'ils avaient abandonné une femme âgée et malade pour financer le style de vie de fraternité de mon frère. Alors, ma mère a fait ce que les narcissiques toxiques font toujours. Elle a réécrit agressivement le récit pour se faire passer pour la victime. Elle a détruit préventivement ma réputation. Elle a dit à tout son cercle social d'élite que j'étais un échec académique paresseux qui avait déshonoré le nom prestigieux de la famille Lambert. Elle m'a étiqueté comme la laissée pour compte ou pour que si jamais j'essayais de dire à quelqu'un la vérité sur la raison pour laquelle j'étais vraiment de retour dans la région de Lyon, personne ne me croirait jamais. Il me rejetterait simplement comme une étudiante amère et ratée inventant des mensonges pour couvrir ma propre incompétence. La plupart des filles de 19 ans se seraient complètement effondrées à ce moment-là. Elles auraient appelé leur mère, hurlant et pleurant, suppliant d'être comprises. Elles auraient essayé de se défendre contre un mensonge aussi massif et dévastateur. Mais alors que j'étais assise dans cette voiture glaciale, regardant l'écran lumineux de mon téléphone, quelque chose de profond à l'intérieur de moi s'est cassé de façon permanente. L'enfant désespéré qui voulait juste que ses parents l'aiment et la soutiennent est officiellement mort. À sa place, une survivante froide et calculatrice est née. J'ai réalisé à cet instant précis que me battre avec mes parents était une perte totale d'énergie parce qu'ils ne se souciaient pas de la vérité. Ils ne se souciaient que de leurs apparences sociales. Les mots ne signifiaient absolument rien pour eux. Les preuves signifiaient tout. Je n'ai pas répondu au message cruel de ma mère. Je n'ai renvoyé aucun mot de colère. Au lieu de cela, j'ai appuyé sur les boutons de mon téléphone et j'ai pris une capture d'écran claire et haute résolution de tout son message. Je me suis assuré que la date et l'heure étaient parfaitement visibles. Puis j'ai ouvert la copie numérique de mes formulaires officiels de retrait de l'Université de Bordeaux, le formulaire qui affichait clairement ma moyenne générale parfaite de 17/20. Le formulaire qui présentait la lettre de recommandation élogieuse du doyen du département d'informatique. Le formulaire avec le tampon rouge gras qui prouvait que j'étais parti en congé de courtoisie pour soins familiaux. J'ai fait des captures d'écran de chaque page. J'ai créé un dossier crypté sécurisé sur mon téléphone et mon ordinateur portable.
J'ai intitulé le dossier motivation. J'ai glissé chaque capture d'écran, chaque enregistrement financier et chaque pièce justificative dans ce dossier. Je l'ai enfermé comme une arme chargée. Je suis retourné à la maison de ma grand-mère avec 14 € dans ma poche et une perspective complètement nouvelle sur ma vie. J'ai réussi à étirer ces 14 € en achetant du riz et des haricots en vrac. J'ai contacté une clinique de santé communautaire locale le lendemain et j'ai navigué dans la bureaucratie épuisante des programmes d'aide de l'État pour finalement obtenir le médicament d'Hélène. J'ai appris à survivre avec des miettes absolues pendant que ma famille dînait dans des restaurants 5 étoiles à 90 km de là. J'ai accepté l'étiquette cruelle qu'il m'avait forcé de porter. Qu'il m'appelle à laisser pour compte. Qu'ils murmurent à propos de mes échecs lors de leur cocktail somptueux. Qu'ils versent tout leur avenir financier dans mon frère arrogant d'enfant d'or. J'allais utiliser leur rejet écrasant comme carburant ultime. Je me suis promis, assise sur le sol à côté du lit d'Hélène, que je ne serais plus jamais financièrement vulnérable envers qui que ce soit. Mais je savais que je ne pouvais pas juste survivre. J'avais besoin de conquérir. Alors que les mois se transformaient en années, ma routine de soins épuisante devenait ma nouvelle normale. Pendant qu'Hélène dormait, je m'asseyais à sa petite table de cuisine et ouvrais mon ordinateur portable. J'ai commencé à coder. J'ai examiné les systèmes de santé et d'éducation brisés et chaotiques que je devais naviguer pour elle. Et j'ai commencé à concevoir des solutions numériques élégantes. J'ai vu à quel point les personnes confinées à domicile étaient isolées. Et j'ai commencé à construire tranquillement une plateforme de technologie éducative accessible à partir de zéro. J'ai versé toute ma rage, mon chagrin et mon intellect aiguisé dans les lignes de code lumineuses sur mon écran. J'étais un fantôme pour la famille Lambert. Mais dans le monde numérique, je posais les bases d'un empire massif. Je savais que l'illusion de richesse de mes parents et les entreprises fictives de Charles s'effondrerait un jour. Et quand ils toucheraient le fond, je serais celle qui tiendrait tout le filet de sécurité, attendant de les regarder tomber. Pendant 3 années épuisantes mais profondément significatives, je suis resté aux côtés de ma grand-mère. J'ai regardé ses souvenirs s'estomper lentement. Mais je me suis assuré absolument qu'elle ne passe jamais un seul jour sans se sentir aimée ou abandonnée. Je gérais ses soins. Je préparais ses repas et je lui tenais la main à travers la confusion terrifiante que la démence apporte. Et pendant les heures tranquilles de la nuit, quand elle dormait enfin, je m'asseyais à sa table de cuisine en bois usé et je versais toute mon âme dans l'écriture de code informatique. Je concevais une plateforme logicielle éducative accessible spécialement conçue pour les étudiants confinés à domicile et neurodivergents. J'avais vu de première main à quel point il était incroyablement isolant d'être piégé dans une maison, incapable de s'engager avec le monde extérieur. Et je voulais construire un pont numérique pour les personnes oubliées par le système traditionnel. Quand Hélène est finalement décédée, elle s'est éteinte paisiblement dans son sommeil, me tenant la main. J'avais 22 ans et mon cœur était complètement brisé. L'enterrement fut une leçon magistrale sur l'apparence toxique de la famille. Mes parents, Richard et Evelyne, qui n'avaient pas pris la peine de rendre visite à Hélène une seule fois pendant ces 3 années, sont arrivés à la cérémonie commémorative vêtus de vêtements de deuil de créateurs coûteux. Ils se tenaient près du cercueil, acceptant les condoléances de leurs amis riches, jouant le rôle du fils et de la belle-fille dévastés et en deuil. Ma mère a même réussi à verser quelques larmes théâtrales pour les connaissances du club de golf qui assistaient. Ils m'ont complètement ignoré. Ils m'ont traité comme si j'étais juste l'employé engagé qui gérait la succession. Quelques jours après l'enterrement, l'avocat de la famille nous a contactés pour la lecture du testament d'Hélène. Mes parents supposaient que tous les biens laissés par ma grand-mère reviendraient naturellement à mon père. Mais Hélène savait exactement qui était sa vraie famille. Dans son dernier testament juridiquement contraignant, elle a laissé sa petite maison vieillissante et une police d'assurance vie modeste de 25 000 € entièrement à moi. Lorsque l'avocat a lu cette disposition à voix haute, ma mère a en fait ricané dans la pièce silencieuse. Elle m'a regardé avec un dégoût total et a murmuré à mon père qu'une maison pourrissante et 25 000 € était un héritage parfaitement pathétique pour une bachelière qui abandonne ses études. Ils n'ont même pas pris la peine de contester le testament parce que le montant d'argent était en dessous de leur niveau d'intérêt. Pour eux, c'était de la monnaie de poche absolue. Pour moi, c'était l'argent de départ pour un empire numérique massif. Le contraste nauséeux des priorités de ma famille a été exposé le mois suivant. Alors que je pleurais encore profondément la perte de la seule personne qui m'ait jamais aimé, mon frère aîné Charles a finalement obtenu son diplôme de son université publique de second rang.
Il lui avait fallu 6 ans pour obtenir un diplôme de commerce tout à fait moyen. Il avait fait la fête pendant ses études, échouant à plusieurs cours et comptant sur des tuteurs coûteux que mes parents finançaient avec empressement. Pour célébrer son accomplissement douloureusement médiocre, mes parents ont loué la grande salle de bal de leur club privé exclusif. Ils ont dépensé plus de 40 000 € pour un gala de remise des diplômes somptueux, invitant 200 personnes à trinquer au brillant avenir de Charles. Ils lui ont acheté une montre de luxe et ont signé un chèque massif pour financer sa nouvelle tentative de fausse start-up. J'ai été délibérément exclu de la liste des invités. Ma mère m'a envoyé un message texte condescendant la veille de la fête, déclarant que ma présence serait trop déprimante et pourrait gâcher l'ambiance de célébration pour mon frère. Je n'ai pas répondu à son message cruel. J'ai simplement pris une capture d'écran, l'ai sauvegardée dans mon dossier motivation sécurisé, et je suis retourné directement au travail. J'ai officiellement mis la maison d'Hélène sur le marché immobilier. La propriété s'est vendue un mois plus tard pour 210 000 €. J'ai pris cet argent, combiné avec le paiement d'assurance vie de 25 000 €, et j'ai officiellement constitué ma société de logiciels. Je l'ai nommée Zenith EdTech. J'ai déménagé dans un minuscule studio très peu glamour dans le quartier industriel de Lyon, et je suis passé en mode survie absolue. Je n'ai pas acheté de nouveaux vêtements. Je ne suis pas sorti. Je vivais de nouilles ramen bon marché et de café noir. J'ai passé 16 heures par jour à affiner ma plateforme logicielle, à démarcher des districts scolaires et à faire face à d'innombrables rejets brutaux. Les gens regardaient mon CV, voyaient que j'avais techniquement abandonné l'université de Bordeaux, et essayaient de me rejeter. Mais j'ai refusé d'accepter un non. Je savais que mon logiciel était révolutionnaire parce que je l'avais construit avec un niveau de compassion et de perspicacité que les développeurs technologiques traditionnels ne possédaient tout simplement pas. La percée massive s'est produite 2 ans plus tard. Un district scolaire progressiste de la banlieue a tenté un programme pilote utilisant mon logiciel pour son département d'éducation spécialisée. Les résultats ont été absolument explosifs. L'engagement des étudiants a monté en flèche. Les résultats aux tests se sont considérablement améliorés. En 6 mois, 3 districts voisins ont signé des contrats massifs avec Zenith EdTech. À partir de ce moment, l'entreprise a grandi à une vitesse terrifiante. J'ai embauché une équipe de développeurs brillants, obtenu des contrats gouvernementaux très lucratifs et étendu notre plateforme pour servir des millions d'étudiants à travers le pays. Au cours des 12 années suivantes, Zenith EdTech est passé d'une petite start-up opérant depuis un studio à un mastodonte numérique de 60 millions €. Nous avons acquis des entreprises technologiques plus petites. Nous avons construit un siège social ultra moderne. Et je suis devenu multimillionnaire avant mon 30e anniversaire. Mais malgré tout, j'ai pris une décision très calculée de rester un fantôme complet pour le public. J'ai strictement ordonné à mon équipe de relations publiques d'entreprise de garder mon nom hors des médias. J'ai refusé les interviews tape à accent grave l'œil dans les magazines. Je n'ai maintenu aucun profil public sur les réseaux sociaux. J'ai embauché un vice-président brillant et charismatique pour servir de visage public à l'entreprise lors des grandes conférences industrielles. Je voulais construire mon armure en secret total. Je savais exactement comment mes parents toxiques fonctionnaient. S'ils attrapaient ne serait-ce qu'un seul aperçu de mon succès financier massif, ils surgiraient instantanément en prétendant m'avoir soutenu depuis le début, exigeant de l'argent et essayant de s'attribuer le mérite de mon travail acharné. Je ne leur donnerai jamais cette satisfaction. Pour ma famille, j'étais toujours l'échec déshonoré. Une fois par an, je recevais une carte de vœux condescendante de mes parents, contenant généralement une carte cadeau de 20 € pour une épicerie et une note passive-agressive de ma mère suggérant que je me renseigne sur des cours à l'université communautaire. Ils croyaient sincèrement que je vivais dans une pauvreté extrême, occupant des emplois mal payés à bas salaire. Ils écrivaient de longs paragraphes vantards dans ces cartes de vœux détaillant les vacances luxueuses de Charles et ses soi-disant brillantes entreprises. Je lisais ces cartes assise dans mon immense pentouse au centre-ville surplombant l'horizon de Lyon, et je riais simplement parce que la réalité de la vie de mon frère était une fabrication complète et totale. Pendant que mon étoile montait discrètement vers la stratosphère, la carrière de Charles s'écrasait publiquement. Mes parents avaient passé plus d'une décennie à drainer leur compte de retraite pour maintenir leur illusion de succès. Il avait lancé 4 entreprises différentes et conduit chacune d'entre elles directement à la faillite. Et je savais tout cela parce que mon équipe d'acquisition d'entreprises chez Zenith EdTech suit les entreprises en difficulté dans le secteur de la technologie. Au moment où j'ai eu 34 ans,
mon entreprise avait lancé une division de capital risque qui fournissait occasionnellement des prêts relais à intérêt élevé à des entreprises désespérées et en difficulté. Et le mois dernier, mon équipe de direction m'a transmis une demande urgente de renflouement d'urgence de 2 millions d'euros de la part d'une entreprise de logistique en difficulté. J'ai ouvert le fichier numérique sur mon moniteur sécurisé et j'ai fixé le nom du demandeur. C'était mon frère d'or, Charles. Il était à quelques semaines de la ruine financière totale et il n'avait absolument aucune idée que la grande société de capital risque examinant sa demande désespérée de survie était entièrement détenue par sa sœur laissée pour compte. La trajectoire de collision était officiellement fixée. Alors que ma société de technologie éducative, Zenith EdTech, était occupée à acquérir des concurrents majeurs et à obtenir des contrats fédéraux massifs, mon frère aîné, Charles, était occupé à mener sa 4e aventure commerciale consécutive à la faillite. Charles avait 37 ans et jouait toujours agressivement à faire semblant. Sa dernière illusion était une société de logistique boutique basée dans le centre-ville de Lyon. Il se vantait bruyamment auprès de tout son cercle social comme étant un disrupteur révolutionnaire dans l'espace de la chaîne d'approvisionnement. Mais la dure réalité était complètement différente. Ce n'était rien de plus qu'un espace de bureau tape à accent graveleuil avec des machines à expresso ridiculement chères, une flotte de véhicules de luxe loués pour l'équipe de direction, et absolument aucune source de revenus durables. Charles était un maître dans l'art toxique de paraître très prospère tout en se noyant dans une dette d'entreprise massive. Il passait ses journées à assister à des déjeuners de réseautage très médiatisés et ses nuits à divertir des investisseurs potentiels dans des restaurants exclusifs, mettant chaque dépense sur des cartes de crédit d'entreprise qui étaient maximisées jusqu'à leur limite absolue. Bien sûr, mes parents, Richard et Evelyne, étaient complètement aveugles à la réalité de son échec financier massif. Ils étaient si désespérément désireux de maintenir l'illusion qu'ils avaient élevé un brillant visionnaire de la technologie qu'ils ont complètement ignoré tous les signaux d'alarme évidents. Lorsque la société de logistique de Charles n'a pas réussi à payer la paie pour la 3e fois cette année-là, il n'est pas allé voir une banque traditionnelle. Il est allé directement voir mes parents. Mon équipe de renseignement d'entreprise chez Zenith a découvert plus tard que mon père avait secrètement drainé une grande partie de son portefeuille de retraite lucratif. Il était même allé jusqu'à contracter une 2e hypothèque secrète sur leur vaste manoir de banlieue juste pour maintenir à flot le navire en perdition de mon frère. Ils hypothéquaient littéralement leur propre avenir financier pour protéger Charles de la réalité humiliante de sa propre incompétence totale. Ils étaient si terrifiés des commérages du club de golf qu'ils étaient prêts à faire faillite juste pour maintenir les apparences. C'est sur fond de désespoir financier secret que j'ai reçu une enveloppe incroyablement somptueuse dans la boîte aux lettres. C'était une épaisse carte en papier crème scellée d'une lourde cire dorée et embossée de lettres métalliques ornementées. C'était une invitation formelle au gala de leur 35e anniversaire de mariage. Ils avaient loué la grande salle de bal de leur club privé hyper exclusif dans les banlieues de Lyon. Je me tenais dans le hall en marbre de mon Penthouse au centre-ville et fixais l'invitation ridiculement prétentieuse. Je n'avais pas vu mes parents ou mon frère depuis plus de 5 ans. Normalement, je jetterais ces invitations performatives directement dans la broyeure sans réfléchir. Je savais exactement à quoi ces événements étaient destinés. C'étaient des performances sociales soigneusement orchestrées où ma mère pouvait se pavaner dans des robes de créateur coûteuses et mon père pouvait se vanter bruyamment auprès de ses amis golfeurs de son fils incroyablement prospère. L'idée de me tenir dans une pièce pleine de 40 parents qui croyaient encore sincèrement que j'étais une bachelière déshonorée m'épuisait complètement. J'étais tout à fait prête à jeter l'invitation en papier doré directement à la poubelle quand une alerte très sensible est apparue sur ma tablette d'entreprise cryptée. Je suis entré dans mon bureau à domicile et j'ai ouvert le dossier sécurisé. Au cours des dernières années, Zenith EdTech était devenu si massivement rentable que j'avais officiellement lancé Zenith Venture. Une division de capital investissement conçue pour acquérir des entreprises technologiques en difficulté ou fournir des prêts relais d'urgence à taux d'intérêt élevés à des entreprises désespérées. Mon vice-président exécutif venait de me transmettre une demande signalée en rouge pour un renflouement d'urgence de 2 millions d'euros. Le dossier était accompagné d'une note urgente indiquant que le demandeur était à quelques jours de faire défaut sur la paie et risquait une liquidation d'entreprise totale. Les rapports financiers joints au dossier étaient un désastre absolu, montrant une entreprise qui fonctionnait essentiellement comme un projet de vanité massif. J'ai cliqué sur le dossier numérique et j'ai senti mon souffle me quitter complètement les poumons. Le nom de l'entreprise de logistique en difficulté était là sur l'écran lumineux. Et la signature du PDG désespéré, suppliant pour une bouée de sauvetage de 2 millions d'euros, n'était autre que Charles Lambert. Je suis resté parfaitement immobile dans ma chaise ergonomique en cuir, fixant l'écran lumineux.
L'ironie cosmique pure de l'univers était presque trop lourde à traiter. Mon frère Dor, le garçon arrogant qui s'était moqué pendant que mes parents coupaient mes frais de scolarité. L'homme qui m'avait traité de raté pathétique était maintenant assis dans son bureau de luxe loué, suppliant une société de capital risque anonyme de le sauver de l'humiliation publique totale. Il était complètement en faillite. Il avait brûlé tout l'argent de ses investisseurs. Il avait vidé mes parents jusqu'à la dernière goutte. Et il ignorait absolument que la société multimillionnaire massive à laquelle il mendiait un renflouement était entièrement détenue et gérée par la sœur exacte qu'il avait passé 15 ans à traiter comme de la pure ordure. J'ai fixé la demande de 2 millions d'euros et j'ai pensé à la nuit glaciale d'il y a 15 ans, quand j'étais assise dans ma vieille voiture avec exactement 14 euros au monde, suppliant ma mère d'argent d'épicerie pour ma grand-mère. Ma mère m'avait dit que j'étais une honte et m'avait ordonné de ne plus jamais les contacter pour de l'argent. Maintenant, voici son garçon d'or, mendiant désespérément 2 millions d'euros. Charles mendiait littéralement la laissé pour compte ou pour sa survie financière. La poésie absolue de son échec était enivrante. Mes mains tremblaient réellement d'adrénaline pendant que je parcourais ces états financiers désastreux. Mais l'univers n'avait pas fini de livrer son timing parfait absolu. Au moment même où je lisais la dernière page de la demande de prêt pathétique de mon frère, mon directeur des relations publiques d'entreprise m'a envoyé un courriel urgent marqué haute priorité. Ces 2 dernières années, je travaillais discrètement avec le conseil d'administration de l'université de Bordeaux. Je voulais terminer l'histoire académique que mes parents avaient si cruellement interrompue il y a 15 ans. J'avais fait don de 15 millions d'euros de ma propre fortune personnelle pour financer la construction d'une bibliothèque d'innovation et de sciences massive et ultramoderne. J'avais explicitement demandé à rester un donateur anonyme jusqu'à ce que le bâtiment soit officiellement achevé. Je voulais que l'installation porte le nom de ma défunte grand-mère, Hélène, parce qu'elle était la seule personne de toute ma famille qui avait cru en mon intelligence. Mon directeur des relations publiques écrivait pour confirmer les détails logistiques finaux de la cérémonie officielle de coupe de ruban de la bibliothèque. Le courriel indiquait que le président de l'université voulait révéler formellement mon identité et remercier publiquement Zenith EdTech lors d'une émission de télévision en direct. L'université avait établi un partenariat avec les principaux syndicats de nouvelles à travers le pays pour diffuser la cérémonie de dédicace en direct, mettant en lumière l'histoire d'une ancienne étudiante qui redonnait de manière historique. J'ai regardé attentivement le calendrier de diffusion joint au courriel. La coupe de ruban officielle et l'annonce publique du nom étaient prévues pour être diffusées en direct sur les principaux réseaux d'actualité du soir de Lyon à 18h samedi soir prochain. J'ai lentement tourné la tête et j'ai regardé l'invitation en papier doré sur mon bureau en acajou. La soirée du 35e anniversaire de mes parents au club privé de la banlieue était prévue pour samedi soir prochain. L'heure du cocktail commençait à 17h. Le dîner était prévu pour 18h. J'ai fait le calcul mental et j'ai réalisé l'ampleur stupéfiante de ce qui se passait. Au moment exact où ma famille toxique serait réunie dans leur salle à manger privée, entourée de toutes les tantes, oncles et cousins qui m'avaient autrefois méprisé, les nouvelles locales télévisées diffuseraient mon nom. Mon titre d'entreprise et mon don philanthropique massif de 15 millions d'euros directement dans leur salon. C'était une opportunité si parfaitement construite qu'aucun scénariste hollywoodien n'aurait pu l'écrire mieux. Mes parents allaient se tenir dans une pièce pleine de leurs pères d'élite, essayant désespérément de maintenir la grande illusion de leur richesse alors qu'ils faisaient face secrètement à une ruine financière totale à cause de l'incompétence grossière de mon frère. Et en plein milieu de leur plus grande réussite sociale, le monde entier allait découvrir que la fille qu'ils avaient jetée comme des ordures était en fait la personne la plus prospère que leur lignée familiale ait jamais produite. J'ai pris mon stylo plume coûteux. J'ai coché la case qui disait y assister avec plaisir. J'ai écrit mon nom sur la carte de réponse élégante d'une main parfaitement stable. J'ai glissé la carte dans l'enveloppe et je l'ai donnée directement à mon assistant personnel pour qu'il l'envoie. Je n'allais pas seulement assister à la fête d'anniversaire de mes parents. J'allais entrer directement dans la tanière du lion. J'allais les regarder droit dans les yeux pendant que leur univers fabriqué tout entier brûlait jusqu'à l'anéantissement. Et j'allais apprécier chaque seconde. La route sinueuse et manucurée menant au club privé de la banlieue de mes parents donnait l'impression de remonter le temps. Cela faisait 15 ans que j'étais essentiellement banni de cette bulle élitiste obsédée par le statut social. J'ai remis les clés de ma modeste voiture de location au valet adolescent, ignorant la file massive de véhicules de luxe loués garés près de l'entrée. J'avais spécifiquement choisi de ne pas conduire ma vraie voiture, qui était une berline importée commandée sur mesure qui aurait immédiatement soulevé des questions indésirables. Je voulais contrôler chaque seconde de cette soirée.
Je voulais que mes parents se sentent complètement en sécurité dans leur fausse supériorité jusqu'à l'instant exact où le sol s'ouvrirait sous eux. J'ai choisi ma tenue vestimentaire pour la soirée avec la précision froide et calculatrice d'un général planifiant un siège. Je portais une robe fourreau bleu marine simple et ajustée. Elle n'avait absolument aucun logo visible ni aucun accessoire tape à accent grave l'œil. C'était un chef-d'œuvre de richesse furtive. La robe était confectionnée par un créateur indépendant exclusif à Milan, et elle coûtait plus que la compte initiale de la première maison de mes parents. Mais pour ma famille, qui ne comprenait la richesse que si elle était placardée de monogrammes de designer kitsch et d'étiquettes scintillantes, elle ressemblait à quelque chose que j'avais trouvé en solde dans un magasin de déstockage. C'était exactement ce que je voulais. Je voulais qu'ils me regardent et voient la laissé pour compte pathétique et en difficulté qu'ils avaient inventé dans leur esprit. J'ai poussé les lourdes portes en acajou de la salle à manger privée et je suis entré. La pièce dégoulinait d'arrangements floraux opulents agressifs et de tours de champagne débordantes. Il y avait 40 membres de la famille élargie rassemblés à l'intérieur. C'étaient les tantes, les oncles et les cousins au second degré qui avaient passé les 15 dernières années à écouter mes parents réécrire l'histoire. Dès que j'ai franchi le seuil, le bavardage animé en arrière-plan s'est brusquement arrêté. Le silence a ondulé depuis la porte comme une pierre jetée dans un étang parfaitement immobile. 40 paires d'yeux se sont fixés sur moi. J'ai instantanément senti le poids lourd et suffocant de leur pitié collective et de leur jugement à peine dissimulé. Dans un système familial toxique, les proches sont rarement des spectateurs innocents. Ils sont le public dont les abuseurs ont désespérément besoin pour valider leur comportement. Mes tantes et oncles avaient volontiers accepté le récit selon lequel j'étais un échec académique paresseux parce que cela les faisait se sentir infiniment mieux concernant leurs propres enfants parfaitement moyens. Il est toujours plus facile de pointer du doigt le bouc émissaire désigné de la famille et de chuchoter sur sa chute que de se regarder dans le miroir. Je pouvais littéralement les voir se pencher les uns vers les autres, cachant leur bouche derrière leur flûte de champagne en cristal, échangeant les mêmes commérages toxiques que ma mère me servait depuis une décennie et demie. Je ne me suis pas laissé intimider par leur regard. J'ai gardé ma colonne vertébrale parfaitement droite et mon menton parallèle au sol. J'ai marché directement vers le centre de la pièce. Il a fallu exactement 12 secondes à ma mère, Evelyne, pour m'intercepter. Elle s'est pratiquement matérialisée hors de la foule, vêtue d'une robe de créateur fortement pailletée qui était entièrement inappropriée pour un dîner d'anniversaire discret. Son visage s'est immédiatement tordu en un masque très théâtral de sollicitude maternelle exagérée. Elle savait qu'elle avait un public de 40 personnes observant chacun de ses mouvements, et elle était prête à livrer la performance de sa vie. « Chloé, ma chérie » a-t-elle crié pratiquement, s'assurant que sa voix portait au-dessus de la musique classique douce jouant en arrière-plan. Elle s'est avancée et a attrapé mon avant-bras, ses ongles en acrylique parfaitement manucurés s'enfonçant légèrement dans ma peau. « Tu es venu, en effet. Nous étions si profondément inquiets que tu ne puisses pas te payer l'essence pour venir jusqu'ici dans la banlieue. Mais regarde-toi. Tu as réussi. » Elle a offert un sourire sucré et m'a tapoté agressivement le bras d'un rythme très condescendant. C'était une attaque psychologique magistrale. Pour l'œil non averti du parent proche se tenant à proximité, elle ressemblait à une mère aimante et pardonnante, accueillant gracieusement sa fille prodigue dans le bercail. Mais je savais exactement ce qu'elle faisait. Elle établissait bruyamment mon infériorité financière. Elle rappelait à toute la salle que j'étais la laissée pour compte pauvre et en difficulté qui avait probablement dû gratter des centimes juste pour faire le plein d'essence. Il y a 15 ans, un commentaire comme celui-là m'aurait complètement anéanti. Une Chloé de 19 ans aurait senti son visage rougir de honte profonde et humiliante. J'aurais essayé désespérément de me défendre, ou j'aurais éclaté en sanglots et me serais enfui de la pièce. Mais je n'étais plus une fille terrifiée de 19 ans suppliant pour l'affection de base de ma mère. J'étais une directrice générale de 34 ans qui négociait habituellement des contrats gouvernementaux de plusieurs millions d'euros avant le petit déjeuner. J'ai regardé le maquillage lourd et agressif s'installer dans les lignes profondes et amères sur le visage de ma mère. J'ai regardé le besoin frénétique et désespéré de validation brûlant dans ses yeux. Je n'ai pas ressenti de colère. Je n'ai ressenti qu'un détachement clinique froid. J'ai souri agréablement et j'ai doucement retiré sa main de mon bras. La route était très agréable, Evelyne, ai-je répondu, ma voix parfaitement douce et vide de toute réaction émotionnelle. J'ai intentionnellement utilisé son prénom au lieu de l'appeler maman. J'ai vu son œil gauche tressaillir d'une irritation soudaine. Les narcissiques détestent absolument la méthode du rocher gris, Grey Rock.
Lorsque vous refusez de leur donner la réaction émotionnelle dramatique qu'ils essaient désespérément de provoquer, tout leur système court-circuite. Avant que ma mère ne puisse formuler une autre insulte passive-agressive, la foule s'est écartée et mon frère aîné, Charles, est entré dans notre cercle en se pavananant. Il portait un costume sur mesure incroyablement tape à accent grave-l'œil que je savais, pour être honnête, être actuellement sur une carte de crédit d'entreprise à intérêt élevé maximisé. Il sentait le scotch cher et l'arrogance bon marché et désespéré. Charles tenait un verre en cristal, faisant tourbillonner le liquide ambré et souriant comme un homme qui possédait le monde entier. Il voulait s'assurer absolument de dominer la conversation avant que quiconque puisse lui demander des rumeurs très réelles concernant sa société de logistique en difficulté. Eh bien, si ce n'est pas la petite sœur perdue depuis longtemps, a annoncé Charles, sa voix résonnant d'une fausse jovialité. Il a drapé un bras lourd sur les épaules de notre mère, jouant le rôle du fils protecteur et prospère. Toujours à sauter d'un emploi temporaire à un autre, Chloé. Tu sais, tu aurais vraiment dû rester à l'école. Le marché est difficile là-bas pour les gens sans diplôme. Quelques-unes des tantes et oncles à proximité ont effectivement ri. Le son de leur rire moqueur et discret a alimenté l'ego massif de Charles. Il a pris une gorgée lente et dramatique de son scotch et m'a regardé de haut en bas avec un dédain total. Il regardait ma robe bleu marine simple et calculait qu'elle avait probablement été achetée dans un magasin d'occasion. Il s'est penché en avant, envahissant mon espace personnel. Écoute, Chloé, ma nouvelle société de logistique est en expansion à un rythme massif et sans précédent. Il a menti avec aisance, sans rompre le contact visuel. Nous perturbons complètement la chaîne d'approvisionnement du Midwest. J'ai même renvoyé ma réceptionniste hier. Le salaire est au salaire minimum et tu devrais répondre au téléphone toute la journée. Mais honnêtement, je pourrais faire jouer mes relations auprès du département des ressources humaines. La famille s'occupe de la famille, n'est-ce pas? Même des laissés pour compte. L'audace stupéfiante de son offre flottait dans l'air. Mon frère se tenait dans une salle de bal de club de comté loué, portant un costume qu'il ne pouvait pas se permettre, m'offrant bruyamment un emploi au salaire minimum par fausse pitié. Il voulait m'humilier complètement devant mes parents pour sécuriser sa position en tant que réussite familiale ultime. Je me tenais là, tenant un simple verre d'eau gazeuse, fixant les yeux arrogants d'un homme qui se noyait littéralement dans la dette d'entreprise. Mon esprit a instantanément flashé sur le dossier numérique sécurisé actuellement assis sur mon bureau en acajou dans mon Penthouse au centre-ville. J'ai pensé à la demande désespérée de prêt relais de 2 millions d'euros qu'il avait soumise à ma société de capital risque il y a seulement 48 heures. J'ai pensé à la signature suppliante pathétique au bas de ses formulaires financiers où il suppliait pratiquement Zenith Venture de sauver son entreprise de la liquidation totale. Il ignorait complètement que le PDG milliardaire qu'il priait de sauver sa vie se tenait actuellement à 2 pieds devant lui, prétendant être un employé temporaire au salaire minimum. L'ironie cosmique était si riche et si incroyablement délicieuse que j'ai dû mordre l'intérieur de ma joue pour m'empêcher de rire à haute voix. J'ai pris une gorgée lente et calme de mon eau gazeuse. C'est incroyablement généreux de ta part, Charles, ai-je dit, ma voix parfaitement égale. Je garderai absolument ta situation financière à l'esprit. Il a légèrement froncé les sourcils, confus par la formulation spécifique de ma réponse, mais son ego massif a rapidement balayé cela. Il s'est retourné vers la foule, prêt à lancer une autre fausse histoire sur ses conquêtes commerciales imaginaires. Mais je savais que son temps était officiellement écoulé. J'ai jeté un coup d'œil décontracté à la montre intelligente, élégante et sans marque cachée sous le revers de ma manche bleu marine. Les chiffres numériques brillaient vivement. Il était exactement 17h58. La diffusion télévisée locale était en train de terminer sa pause publicitaire. L'animateur était sur le point de passer au flux en direct de l'université de Bordeaux. Le piège absolument parfait était tendu, et il était enfin temps d'appuyer sur la gâchette. Je me suis légèrement tourné vers mon oncle, Robert, qui se tenait près du bord de notre cercle, paraissant incroyablement ennuyé. J'ai fait un geste poli vers le grand téléviseur à écran plat actuellement monté au-dessus du bar privé en acajou. Oncle Robert, ai-je dit, ma voix portant juste assez fort pour couvrir les vantardises bruyantes de mon frère. Pourriez-vous augmenter le volume de la télévision? J'écoutais la radio en venant, et j'ai entendu qu'il y a une grosse nouvelle diffusée en ce moment. Je pense que c'est quelque chose que tous ceux dans cette pièce voudront voir. Oncle Robert a saisi la lourde télécommande noire sur le bar en acajou poli. Il l'a pointée directement vers le grand écran plat monté sur le mur et a fermement appuyé sur le bouton du volume.
La musique classique douce et élégante qui jouait dans les haut-parleurs cachés a été instantanément étouffée par le ton vif et urgent de la diffusion du journal télévisé local du soir. L'écran affichait un graphique de nouvelles de dernière minute et la caméra est passée à un présentateur assis à un bureau d'actualités élégant. « Bonsoir, Lyon », a annoncé le présentateur, sa voix remplissant la salle à manger privée soudainement silencieuse. « Ce soir, nous vous emmenons en direct à un événement historique et profondément émouvant à l'Université de Bordeaux, où une cérémonie d'inauguration massive est en cours. » Au moment où les mots « Université de Bordeaux » ont fait l'écho dans la pièce, ma mère Evelyne a halté de pur délice. Elle a applaudi agressivement des mains, ses lourds bracelets à diamants tintant bruyamment. « Oh, l'Université de Bordeaux » a-t-elle crié pratiquement, s'assurant que chaque tante, oncle et cousin dans la pièce écoutaient. C'est l'alma mater de Charles. Quel heureux hasard. C'était un mensonge absolument à couper le souffle et sans effort. Charles avait fréquenté une université publique de second rang parfaitement moyenne dans la région de Lyon, mais ma mère passait la dernière décennie à brouiller soigneusement les lignes de la réalité chaque fois qu'elle parlait à nos proches. Elle aimait sous-entendre que Charles avait fréquenté une institution d'élite de la côte et parce que cela correspondait à son récit profondément fabriqué de sa supériorité en tant qu'enfant d'or. Plusieurs des tantes et oncles ont hoché la tête avec une admiration silencieuse, levant leur verre à champagne dans un toast silencieux à mon frère. Charles a gonflé la poitrine et a souri en coin, s'appuyant contre le bar. Il s'est complètement appuyé sur le grand mensonge. Ouais, il me demande toujours des dons aux anciens élèves, a-t-il ri avec aisance, prenant une autre gorgée arrogante de son scotch. Je suis sûr qu'ils ouvrent juste un nouveau laboratoire scientifique ennuyeux. Je suis resté parfaitement immobile au fond de la pièce, tenant mon eau gazeuse et gardant mes yeux fixés sur l'écran de télévision. Je n'ai dit un seul mot pour les corriger. J'ai juste attendu. La diffusion est passée du présentateur à un flux en direct du campus universitaire. La caméra a panoramiqué vers le haut, révélant une merveille architecturale vraiment stupéfiante. C'était un bâtiment massif et magnifique construit entièrement de verre moderne élégant et d'acier sombre brillant sous le ciel du soir. Une foule massive de centaines d'étudiants, de professeurs et de politiciens locaux était rassemblée devant l'entrée principale. La caméra a fait un zoom sur un podium en bois poli où le président de l'université ajustait le microphone. La foule est devenue complètement silencieuse alors qu'il commençait à parler. Aujourd'hui, nous n'ouvrons pas seulement un tout nouveau bâtiment, a annoncé le président de l'université, sa voix résonnant d'une gravité profonde. Un murmure collectif de choc profondément impressionné a parcouru la salle à manger privée de mes parents. 15 millions d'euros. C'était un niveau de richesse inimaginable que ces prétendants du club de golf pouvaient à peine comprendre. J'ai regardé mon père, Richard, se pencher physiquement en avant sur sa chaise. Ses yeux avides et calculateurs se sont légèrement écarquillés. Je savais exactement ce qu'il pensait. Il se demandait désespérément s'il y avait un moyen possible pour lui de réseauter avec ce mystérieux milliardaire afin d'obtenir un renflouement financier massif pour la société de logistique en difficulté de Charles. Alors que notre donatrice demandait à rester anonyme jusqu'à aujourd'hui, a continué le président, elle ne voulait pas que l'attention soit portée sur son immense richesse ou son succès corporatif. Elle voulait que toute l'attention soit portée sur la personne spécifique que ce magnifique bâtiment a été construit pour honorer. Vous voyez, cette incroyable donatrice n'est pas une milliardaire typique. Elle n'a même pas obtenu son diplôme de notre institution, a dit le président en se penchant vers le microphone, provoquant une légère onde de confusion chez les parents présents dans la salle à manger. Ma mère a penché la tête, son sourire faux vacillant juste d'une fraction de pouce alors qu'elle essayait de comprendre où ce discours allait mener. Il y a 15 ans, cette jeune femme était une brillante étudiante de première année dans notre département d'informatique, a déclaré le président. Elle avait une moyenne générale parfaite de 17/20 et était en bonne voie pour une carrière prestigieuse en robotique. Mais pendant son deuxième semestre, elle a reçu un appel téléphonique profondément tragique. Sa grand-mère bien-aimée a été diagnostiquée avec une démence précoce agressive. L'air dans la salle à manger privée est soudainement devenu incroyablement épais et suffocant. Quelques-unes des tantes et oncles plus âgés, qui connaissaient réellement le calendrier réel de mon retour précipité dans la région de Lyon, ont commencé à paraître incroyablement mal à l'aise. Ils ont bougé nerveusement leur poids et ont échangé des regards rapides et confus vers ma mère. Le sourire faux d'Evelyne s'est complètement figé sur son visage. Le lourd verre à vin en cristal dans sa main a commencé à trembler très légèrement. Alors que le reste de sa famille proche abandonnait complètement cette femme âgée terrifiée, a continué le président, sa voix s'épaississant d'émotion, cette étudiante de 19 ans a fait le sacrifice ultime et déchirant.
Elle a fait ses valises dans son dortoir, a renoncé à sa bourse complète, et est revenue dans le Midwest pour devenir aidante à temps plein 24h24 parce que personne d'autre ne protégerait sa grand-mère. Mon père a arrêté de respirer. Il est resté complètement figé, les yeux écarquillés d'une horreur soudaine et rampante. Il a regardé frénétiquement ma mère, dont le visage avait perdu toute couleur humaine. Elle avait l'air de regarder directement dans le canon d'une arme chargée. Pendant qu'elle prenait soin de sa grand-mère de manière altruiste, a annoncé le président à la foule qui applaudissait, elle a vu une faille critique massive dans notre système éducatif. Elle s'est enseignée la programmation logicielle avancée et a construit une plateforme numérique accessible révolutionnaire, juste depuis la table de cuisine de sa grand-mère. Aujourd'hui, cette plateforme spécifique est utilisée par des millions d'étudiants en éducation spécialisée dans le monde entier. Elle a transformé son empathie profonde en un empire technologique absolu. Aujourd'hui, elle est la directrice générale et la fondatrice unique de Zenith EdTech. Le son qui s'est échappé de la gorge de mon frère Charles était quelque chose entre un halètement étouffé et un gémissement pathétique. Toute la couleur arrogante a instantanément disparu de son visage, le laissant l'air physiquement malade. Zenith EdTech, la société mère de Zenith Venture, l'exacte société de capital risque massive à laquelle il avait désespérément mendié un renflouement d'urgence de 2 millions d'euros il y a seulement 48 heures. Son cerveau reliait violemment les poings. Ses mains ont commencé à trembler si violemment que les glaçons dans son verre de scotch tintaient agressivement contre le cristal. C'est mon plus grand honneur absolu d'introduire l'homonyme de ce magnifique bâtiment et de remercier publiquement notre bienfaiteur le plus généreux, a crié le président de l'université au-dessus des applaudissements de la foule. Joignez-vous à moi pour célébrer la brillante et visionnaire Chloé Lambert. La caméra s'est instantanément détournée du président et a fait un panoramique directement vers une immense plaque en bronze massif montée solidement sur le devant du superbe bâtiment en verre. Les lettres audacieuses et profondément gravées remplissaient tout l'écran de télévision pour que tous dans la pièce puissent les voir. La bibliothèque commémorative Hélène Lambert, don de Chloé Lambert. Les doigts d'Evelyne sont devenus complètement engourdis. Ses mains ont simplement cessé de fonctionner. Le lourd verre à vin en cristal a glissé directement à travers ses doigts manucurés. Il a chuté vers le sol et a heurté le parquet poli du club de golf avec un fracas violent et agressif. Le son a claqué dans la salle à manger comme un coup de feu. Du vin rouge vif a éclaboussé agressivement le parquet, ressemblant exactement à du sang frais se répandant autour de ses chaussures de créateur. Le silence qui a instantanément englouti la pièce fut le silence absolu le plus terrifiant que j'ai jamais connu de toute ma vie. 40 personnes ont cessé de respirer simultanément. Personne n'a bougé. Personne n'a parlé. Le contraste choquant entre la foule rugissante et applaudissante à la télévision et le silence mort et suffocant du club de golf était absolument assourdissant. Un par un, chaque tête dans la pièce s'est lentement détournée de l'écran de télévision lumineux. 40 paires d'yeux, complètement choqués et absolument terrifiés, se sont fixés entièrement sur moi. Elles ont regardé la laissée pour compte pauvre, en difficulté et pathétique, se tenant tranquillement au fond de la pièce, tenant un simple verre d'eau gazeuse. Elles ont regardé ma robe bleu marine sans marque et ont soudainement réalisé qu'elles ne regardaient pas des vêtements bon marché en solde. Elles regardaient la confiance froide et intouchable d'une femme qui pouvait acheter tout leur club de golf par un simple appel téléphonique et détruire absolument leur vie avant le petit déjeuner. Je suis resté parfaitement immobile. J'ai regardé directement mon père qui ressemblait à quelqu'un qui venait d'être frappé physiquement par un train de marchandises massif. Toute son illusion de supériorité financière était complètement pulvérisée. J'ai regardé mon frère aîné, dont la posture arrogante s'était complètement effondrée en une pure terreur pathétique alors qu'il réalisait que la sœur à laquelle il venait d'offrir un emploi au salaire minimum détenait actuellement le pouvoir absolu de vie et de mort sur sa société de logistique en faillite. Et finalement, j'ai regardé ma mère debout dans une flaque de verre brisé et de vin rouge renversé. 15 ans de mensonges calculés, 15 ans de manipulation sociale toxique, 15 ans à me traiter comme de la pure ordure pour protéger leurs égos fragiles et pathétiques. Tout cela était complètement et totalement détruit en exactement 2 minutes de diffusion télévisée en direct. Mais je connaissais parfaitement la psychologie d'un narcissique. Quand un abuseur toxique est violemment acculé et que ses mensonges sont exposés à un public, il ne s'excuse pas. Il ne ressent pas soudainement de remords sincères. Il passe immédiatement en mode survie et essaie de réécrire agressivement la réalité sur place. Il essaie de s'approprier votre succès. J'ai regardé ma mère enjamber lentement le verre brisé sur le sol. Ses yeux étaient complètement sauvages et maniaques. Elle a ouvert la bouche,
se préparant à lancer la manipulation psychologique la plus désespérée et pathétique de toute sa vie. Et j'étais entièrement prête à laisser tomber le lourd marteau final. Pendant 10 secondes angoissantes, la salle à manger privée du club de golf exclusif de la banlieue ressemblait à un vide hermétiquement clos. Personne n'a bougé le moindre muscle. Personne n'a osé respirer. Le seul son dans toute la pièce était les applaudissements joyeux provenant de l'écran de télévision alors que la diffusion continuait de montrer l'immense plaque de bronze avec mon nom gravé dessus. Je suis resté parfaitement immobile au fond de la pièce, regardant ma mère, Evelyne, essayer désespérément de traiter la destruction catastrophique de sa réalité sociale soigneusement organisée. Je pouvais réellement voir les engrenages psychologiques complexes tourner violemment derrière ses yeux. En l'espace de 2 minutes, toute sa campagne de mensonges de 15 ans avait été publiquement démantelée devant les 40 parents exacts auxquels elle tenait le plus au monde. Si ma mère était un être humain normal et empathique, elle se serait effondrée à genoux dans une honte absolue. Elle aurait sangloté et supplié mon pardon pour avoir abandonné ma grand-mère et pour m'avoir traité comme des ordures humaines. Mais Evelyne était une narcissique de manuel. Et quand un narcissique est violemment acculé devant un public, il ne ressent pas de remords. Il lance simplement une toute nouvelle campagne de manipulation agressive. J'ai vu ses instincts de survie s'activer à une vitesse terrifiante. Elle a regardé le vin rouge renversé et le cristal brisé sur le parquet. Et puis elle a levé les yeux vers moi. En une fraction de seconde, son visage est passé d'un choc horrifié absolu à un masque de fierté maternelle maniaque et désespérée. Elle a physiquement enjambé les éclats dangereux de verre brisé, ignorant complètement le vin coûteux trempant dans l'ourlet de sa robe de créateur. Elle a écarté les bras et a pratiquement couru vers moi. Sa voix est montée d'une octave entière, coupant le silence suffocant de la pièce. « Chloé, ma belle-fille » a-t-elle crié, s'assurant que chaque tante et oncle pouvaient entendre son changement soudain de ton. « Oh mon Dieu, tu as réussi. J'ai toujours su que tu étais un génie absolu. Nous avons toujours cru en toi, ma chérie. Nous attendions juste que tu partages ton incroyable succès avec la famille. Viens ici et fais un câlin à ta mère. » L'audace à couper le souffle de sa performance était presque impressionnante. Elle essayait agressivement de réécrire la réalité sur place. Elle voulait que les 40 parents dans la pièce croient que mon bannissement de 15 ans n'était qu'une sorte de phase tranquille et humble et qu'elle avait été son plus grand soutien secret tout ce temps. Elle s'est précipitée en avant, sentant le parfum cher et lourd et la désespération bon marché. Ses bras tendus pour me prendre dans une étreinte théâtrale pour le bénéfice de son public de club de golf. Je n'ai pas dit un seul mot. J'ai simplement planté fermement mes talons de créateur coûteux sur le sol et j'ai fait un pas délibéré et calculé en arrière. J'ai laissé ses bras ne saisir que de l'air vide. Ma mère a trébuché légèrement en avant, ses lourds bracelets à diamants tintant maladroitement alors que son câlin théâtral était complètement rejeté devant tout le monde. Un halètement audible collectif a parcouru la foule de proches. Plusieurs tantes se sont couverts la bouche de choc pur. Dans la société polie et aisée du club de mes parents, on ne rejette tout simplement pas publiquement l'étreinte d'une mère. C'était la confirmation visuelle ultime que toute sa performance était une fabrication complète et totale. Le sourire faux d'Evelyne s'est complètement figé. Un éclair de colère venimeuse pure a jailli dans ses yeux pendant une fraction de seconde avant qu'elle n'essaie désespérément de le couvrir d'un rire nerveux et aigu. Oh, tu es juste tellement submergé par la belle surprise, a-t-elle bredouillé bruyamment, regardant les parents qui la fixaient avec une énergie frénétique et désespérée. Nous sommes juste incroyablement fiers de toi, Chloé. Avant que ma mère ne puisse tenter une autre agression physique contre mes limites personnelles, la foule s'est violemment déplacée. Mon frère aîné, Charles, a bousculé agressivement notre mère, la poussant pratiquement de son chemin. L'assurance arrogante qu'il avait affichée dans la salle il y a seulement 5 minutes avait complètement disparu. Son visage était d'une couleur gris maladif, et la sueur perlait visiblement sur son front. Les glaçons dans son verre de scotch tintaient fort parce que ses mains tremblaient si violemment. Charles avait passé les 2 dernières minutes à relier frénétiquement les points terrifiants dans sa tête. « Attends » a-t-il bégayé, sa voix craquant sous la panique et une vague soudaine et nauséabonde de cupidité. « Tu es la PDG de Zenith EdTech, mais cela signifie que tu possèdes aussi Zenith Venture. Tu es l'unique propriétaire de la société de capital investissement. » J'ai regardé directement dans ses yeux terrifiés et avides. « Oui, Charles, ai-je dit, ma voix complètement calme et douce. Je possède toute la société mère et toutes ses divisions de capital risque filiales. » La mâchoire de Charles est réellement tombée. Il a regardé autour de la pièce,
son cerveau calculant frénétiquement comment il pourrait survivre à cette situation. Et puis l'aspect le plus dégoûtant du syndrome de l'enfant d'or s'est révélé. Charles ne s'est pas excusé d'avoir agi comme si j'étais de la saleté. Il n'a exprimé aucun remords de m'avoir offert un emploi au salaire minimum par fausse pitié quelques instants plus tôt. Au lieu de cela, son arrogance pure et délirante a pris le dessus. Il a soudainement souri. C'était un sourire maniaque, frénétique et terrifiant. « Chloé, c'est absolument parfait », a-t-il presque crié, s'avançant dans mon espace personnel et pointant son verre de scotch vers moi. Ma société de logistique, la demande de prêt relais de 2 millions d'euros. Je l'ai soumise à ta division de capital risque il y a 48 heures. Tu as l'autorité ultime. Tu peux pousser manuellement l'approbation à travers le comité maintenant même. Nous pouvons complètement contourner les audits financiers standards. Toute la salle des proches s'est penchée, complètement captivée et horriblement horrifiée par le drame qui se déroulait. Charles a même tendu la main et a essayé de me donner une tape amicale sur l'épaule comme si nous étions de meilleurs amis négociant une affaire commerciale brillante. « Pansy, petite sœur, a-t-il dit, sa voix dégoulinant d'une flatterie frénétique et désespérée. Nous pouvons nous associer, Lambert et Lambert. Tu injectes les 2 millions dans mon infrastructure logistique et je te donne une participation minoritaire dans mon entreprise. Nous pouvons dominer complètement la chaîne d'approvisionnement du Midwest ensemble. La famille s'occupe de la famille, n'est-ce pas? Je me tenais là à regarder un homme de 37 ans qui était littéralement à quelques jours de la faillite d'entreprise totale et de la ruine financière absolue. Ses véhicules de luxe loués allaient être saisis. Ses employés allaient manquer la paix. Il avait secrètement vidé les comptes de retraite de nos parents pour financer son projet de vanité bidon. Et pourtant, il se tenait dans une salle de bal de club de comté loué, portant un costume qu'il ne pouvait pas se permettre. Essayant bruyamment de convaincre un magnate de la technologie de 60 millions d'euros qu'elle devrait être profondément reconnaissante d'avoir l'opportunité de le renflouer et de devenir son partenaire minoritaire. Il pensait réellement qu'il me rendait service. Il croyait sincèrement que parce qu'il était le fils d'or de la famille Lambert, il avait automatiquement droit à la fortune que j'avais passé 15 années brutales à bâtir à partir de zéro. « Tu n'es pas mon partenaire, Charles, ai-je dit, ma voix baissant jusqu'à un ton froid qui a instantanément fait taire son discours frénétique. Et je n'ai absolument aucun intérêt à détenir une participation minoritaire dans un navire qui coule, construit entièrement sur les fonds de retraite volés de nos parents. » Mon père, Richard, est finalement sorti de son choc paralysé. La mention de ses comptes de retraite secrètement vidés a complètement brisé sa façade patriarcale stoïque. Il s'est frayé un chemin jusqu'au devant du cercle, son visage rougi de colère et d'humiliation profonde. En tant que cadre supérieur obsédé par le contrôle, il ne pouvait tout simplement pas supporter le fait qu'une femme, la fille qu'il avait officiellement rejetée, dominait actuellement toute sa famille devant ses pairs. « Ça suffit, Chloé », a-t-il aboyé en utilisant sa voix de cadre autoritaire et profonde. « Tu fais tout un plat devant nos invités. Ce sont des affaires de famille privée. Nous allons sortir dans le couloir maintenant et discuter de ce prêt comme des adultes rationnels. Tu as une obligation morale d'aider ton frère à protéger l'héritage familial. » Il a tendu une main lourde, avec l'intention de saisir mon épaule et de me guider physiquement hors de la salle à manger. Il voulait me traîner dans l'ombre pour pouvoir me harceler en privé afin de me forcer à lui remettre ma fortune sans que les parents ne regardent. Mais je n'ai pas bougé d'un seul pouce. J'ai regardé sa main tendue avec un dégoût si absolu et total qu'il s'est figé et a lentement retiré son bras. « Il est incroyablement fascinant que tu veuilles parler de vie privée maintenant, Richard, ai-je dit bruyamment, m'assurant que ma voix portait jusqu'au fond de la salle à manger silencieuse. Parce qu'il y a 15 ans, toi et Evelyne n'aviez absolument aucun problème à dire à chaque personne dans cette pièce que j'étais une ratée académique pathétique. Vous n'aviez aucun problème à vous vanter bruyamment d'avoir coupé les ponts avec moi parce que j'étais soi-disant incapable de gérer la pression des études. Vous avez fait de ma destruction un spectacle complètement public. Alors, nous allons terminer cette conversation ici même, dans la même arène publique que tu as créée. » Ma mère a laissé échapper un petit gémissement terrifié. Les tantes et oncles chuchotaient maintenant ouvertement les uns aux autres, leurs yeux écarquillés sous le choc alors que l'illusion soigneusement construite de la famille Lambert parfaite était brutalement déchirée. Mes parents et mon frère se tenaient figés en un cercle serré autour de moi, l'air complètement terrifiés. Ils avaient passé une décennie et demie à exiger ma soumission totale et s'attendaient à ce que j'absorbe silencieusement leurs abus. Mais ils n'avaient plus affaire à une fille sans défense de 19 ans. Vous vous êtes tous tenus dans cette pièce ce soir et vous vous attendiez à ce que j'agisse comme une défaite, ai-je continué,
ma voix sonnant d'une autorité absolue et incontestable. J'ai lentement détaché mon petit sac à main de créateur. J'ai tendu la main à l'intérieur et j'ai sorti mon smartphone crypté et élégant. J'ai regardé les yeux de ma mère s'écarquiller de terreur pure et viscérale alors que je déverrouillais l'écran. Elle ne savait pas exactement ce que j'allais faire, mais ses instincts de conservation criaient qu'elle était sur le point d'être totalement détruite. J'ai calmement ouvert le dossier numérique intitulé en permanence motivation. J'ai appuyé sur la première image haute résolution. Il était enfin temps de laisser tomber le marteau le plus lourd de toute ma vie et de les laisser se noyer dans la réalité terrifiante de leurs propres paroles cruelles. Je me tenais au centre de la salle silencieuse du club de golf, tenant mon smartphone crypté à la main. La lumière vive de l'écran numérique illuminait la tension lourde et suffocante dans l'air. Je n'ai pas regardé mon père, qui vibrait pratiquement de rage, ni mon frère, qui suait visiblement dans son costume coûteux. J'ai verrouillé mes yeux directement sur ma mère, Evelyne. Elle essayait toujours désespérément de maintenir son faux sourire maternel, mais les coins de sa bouche tremblaient violemment. Elle savait que quoi que ce soit sur mon téléphone allait la détruire complètement. Tu viens de te tenir devant toute cette assemblée de nos proches et de déclarer bruyamment que tu avais toujours cru en moi, ai-je dit, ma voix parfaitement égale et complètement vide de toute émotion. Tu viens d'essayer de dire à tout le monde que mon succès est un immense sujet de fierté pour cette famille. Mais j'ai appris il y a très longtemps que tes paroles sont absolument dénuées de sens. Tu n'as pas le droit de réclamer la récolte massive après avoir passé 15 ans à saler la terre pour que rien ne puisse jamais pousser. J'ai appuyé sur l'écran et j'ai ouvert le dossier numérique hautement sécurisé que j'avais créé il y a une décennie et demie. Le dossier était simplement intitulé Motivation. J'ai ouvert la toute première image. Je veux partager un souvenir très spécifique avec tout le monde dans cette pièce, ai-je annoncé, élevant ma voix juste assez pour qu'elle résonne clairement contre les murs en acajou poli. Il y a 15 ans, j'étais une fille de 19 ans assise dans une voiture glaciale avec exactement 14 € au monde. J'avais juste sacrifié ma bourse universitaire complète pour retourner dans la région de Lyon et devenir aidante à temps plein pour ma grand-mère, Hélène, parce que son propre fils, Richard, refusait de payer pour son établissement de soins de mémoire. Cette nuit glaciale, j'ai envoyé à Evelyne un message texte désespéré la suppliant pour quelques centaines d'euros juste pour que je puisse acheter des provisions et des médicaments de base pour la tension artérielle pour sa belle-mère. Un halètement collectif a parcouru les tantes et oncles rassemblés. Ils ont immédiatement commencé à marmonner entre eux, leurs visages se tordant d'horreur absolue. Dans les cercles d'élite et aisés de la banlieue de Lyon, abandonner une personne âgée à vivre dans la pauvreté était le péché social impardonnable ultime. Et voici exactement ce que ma mère aimante et solidaire m'a renvoyé. J'ai continué à tenir le téléphone levé. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai simplement lu ses propres mots vicieux et venimeux à toute la pièce avec une clarté absolue. Tu es une honte absolue pour cette famille, ai-je lu, ma voix résonnant comme un juge prononçant un verdict final. N'essaie pas d'utiliser ta grand-mère comme une excuse pathétique pour le fait que tu n'as tout simplement pas pu gérer les études universitaires. Nous connaissons la vérité. Nous disons à tous les voisins et à nos amis du club que tu es rentré à la maison parce que tu échouais à tes cours et que tu abandonnes. N'essaie plus jamais de nous contacter pour de l'argent. J'ai baissé le téléphone. Evelyne a laissé échapper un son étranglé et désespéré qui ressemblait à un animal mourant. Elle s'est couvert le visage avec ses mains, tremblant violemment. Les proches qui m'avaient traité comme une échec pathétique pendant 15 ans ont soudainement réalisé qu'ils avaient été instrumentalisés par un mensonge toxique massif. Ma tante Lynn a en fait 2 grands pas en arrière, s'éloignant physiquement de ma mère, la regardant avec un dégoût pur et non dilué. L'image parfaitement construite de la famille Lambert était en train de brûler jusqu'au sol, et il n'y avait absolument rien que mes parents puissent faire pour arrêter le feu. Je n'avais pas fini. J'ai glissé vers l'image suivante dans le dossier numérique. C'était une copie numérisée de mes formulaires officiels de retrait de l'université. Et juste pour être absolument clair, ai-je déclaré froidement, je n'ai pas abandonné parce que j'échouais. J'ai quitté l'université de Bordeaux avec une moyenne générale parfaite de 17/21 lettres de recommandation élogieuse du doyen du département d'informatique. Le tampon officiel de l'université sur mes documents indique « Congé de courtoisie pour soins familiaux au point ». Pendant que vous étiez tous assis dans ce club de comté à siroter du champagne coûteux et à chuchoter à quel point j'étais une déception. Je m'occupais de ma grand-mère et je lui tenais la main pendant ces terreurs nocturnes. J'ai détourné mon attention de ma mère en sanglots et j'ai verrouillé mes yeux sur mon frère aîné. Charles s'appuyait lourdement contre le bar en acajou, l'air comme s'il était sur le point de vomir physiquement.
L'enfant d'or arrogant qui venait de m'offrir un emploi de réceptionniste au salaire minimum regardait maintenant dans le canon de sa propre destruction absolue. Maintenant, abordons l'éléphant de 2 millions d'euros dans la pièce, Charles, ai-je dit, ma voix coupant sa panique comme un scalpel chirurgical. Tu viens de te tenir là et tu as exigé que je m'associe à ta société de logistique. Tu pensais vraiment que tu me rendais un énorme service en m'offrant une participation minoritaire dans ton entreprise. Charles a avalé difficilement, son appendice pharyngien tressaillant nerveusement. Chloé, s'il te plaît, a-t-il murmuré, sa voix se brisant. Nous sommes du sang. Tu as le pouvoir de pousser le prêt de renflouement d'urgence à travers le comité de capital risque aujourd'hui. Si je n'obtiens pas cette injection de capital d'ici lundi matin, la banque va saisir tous mes actifs d'entreprise. J'ai fait un pas lent et délibéré vers lui. Tu as raison, Charles, ai-je dit calmement. J'ai le pouvoir absolu d'approuver manuellement cette injection de capital massive. Mais ma société de capital risque ne distribue pas des millions d'euros sans mener un audit financier médico-légal rigoureux. Mon équipe de direction a passé les dernières 48 heures à démanteler complètement vos divulgations d'entreprise. Et ce qu'ils ont trouvé n'était rien de moins que de la fraude financière absolue. Charles a reculé physiquement comme si je venais de lui gifler le visage. Les parents dans la pièce se sont penchés, complètement captivés par l'exposition publique brutale de l'enfant d'or. Tu n'étends pas ton infrastructure de chaîne d'approvisionnement, ai-je continué, exposant ces mensonges massifs à toute la salle. Ta société de logistique n'a généré absolument aucun revenu durable au cours des 3 derniers trimestres. Tu as utilisé des lignes de crédit d'entreprise massives pour louer des véhicules de luxe. Acheter des costumes de créateurs coûteux et organiser des dîners de réseautage somptueux dans des restaurants haut de gamme. Tu perds de l'argent liquide chaque jour juste pour prétendre être un PDG prospère. Mon père, Richard, a soudainement bondi en avant, son visage tordu par une pure désespoir. Il devait m'empêcher de révéler le secret financier le plus sombre de la famille. Chloé, ça suffit, a-t-il aboyé, sa voix tremblant de terreur. Arrête de parler maintenant. Mais je n'ai pas arrêté. J'ai regardé directement mon père et j'ai porté le coup de grâce final à son ego patriarcal massif. Mon équipe de comptabilité médico-légale a également découvert exactement comment Charles a réussi à maintenir son navire en perdition à flot jusqu'à présent, ai-je annoncé bruyamment, m'assurant que chaque personne entendait. Nous avons retracé une série de virements privés massifs directement sur ses comptes d'entreprise. Richard, tu as secrètement drainé tout ton portefeuille de retraite de cadre pour financer ton projet de vanité massif. Et quand cet argent a complètement disparu, tu as souscrit une deuxième hypothèque secrète et très fortement levée sur ta vaste maison de banlieue. Tu nages littéralement dans des centaines de milliers d'euros de dettes personnelles juste pour protéger l'illusion que ton fils est un homme d'affaires brillant. La salle à manger a éclaté en murmures chaotiques absolus. Les pères du club de golf de mes parents étaient complètement scandalisés. Hypothéquer une maison pour financer une entreprise en difficulté était le signe ultime d'une incompétence financière absolue. Richard se tenait figé, sa bouche s'ouvrant et se fermant silencieusement alors que la réalité terrifiante de sa faillite totale était exposée publiquement aux exactes personnes qu'il voulait le plus impressionner. Mon frère est tombé à genoux. Il est réellement tombé sur le parquet juste à côté de la flaque de vin rouge renversée et du cristal brisé. Il m'a regardé avec des larmes coulant sur son visage, dépouillant complètement les dernières parcelles de sa fausse dignité. Chloé, je t'en supplie, a sangloté Charles, ses mains tremblant alors qu'il tendait la main vers l'ourlet de ma simple robe bleu marine. Je vais perdre absolument tout. Ils vont prendre mes voitures. Ils vont prendre mon appartement au centre-ville. Je serai complètement ruiné. S'il te plaît, tu as 60 millions d'euros. 2 millions, ce n'est absolument rien pour toi. Tu peux me sauver. Nous sommes ta famille. J'ai regardé l'homme pathétique de 37 ans pleurant sur le sol. J'ai regardé ma mère qui cachait toujours son visage dans une honte profonde et humiliante. Et j'ai regardé mon père qui me regardait avec un mélange terrifiant de haine pure et de défaite totale et complète. Ils avaient passé 15 ans à me traiter comme un fardeau invisible. Ils m'avaient utilisé comme bouc émissaire commode pour cacher leurs propres échecs toxiques massifs. Et maintenant, alors que leur univers fabriqué tout entier s'effondrait, ils osaient instrumentaliser le concept de famille pour exiger ma fortune durement gagnée. J'ai fait un dernier pas en arrière, me retirant entièrement de leur orbite toxique. Tu as absolument raison, Charles, ai-je dit, ma voix complètement paisible et exempte de toute colère persistante. 2 millions d'euros, c'est de la monnaie de poche pour Zénith Venture.
Je pourrais facilement virer les fonds sur ton compte d'entreprise maintenant et te sauver complètement de la faillite. » Ses yeux pleins de larmes se sont élargis d'une étincelle frénétique et pathétique d'espoir. Il pensait réellement que ces larmes fonctionnaient. Il pensait réellement que la programmation profonde de l'obligation familiale s'activait enfin. « Mais je ne vais pas te donner un seul centime, » ai-je déclaré la finalité dans ma voix, résonnant comme une lourde voûte en fer se refermant définitivement. Charles a poussé un cri dévastateur. Richard s'est avancé, ses mains serrées en poings fermés. « Comment peux-tu être si incroyablement froide ?» a exigé Richard, sa voix tremblant de rage absolue et impuissante. « Comment peux-tu te tenir là et regarder ta propre chair et ton propre sang perdre absolument tout? Nous sommes ta famille, Chloé. La famille est censée prendre soin les uns des autres. » J'ai regardé mon père droit dans les yeux, sentant la fermeture absolue et complète d'une plaie ouverte de 15 ans. J'ai souri. Ce n'était pas un sourire amer, et ce n'était pas un sourire cruel. C'était le sourire calme et paisible d'une femme qui avait enfin et définitivement brisé le cycle des abus. « Tu as absolument raison, Richard, » ai-je dit, mes mots tranchant le silence lourd de la pièce. La famille est censée prendre profondément soin les uns des autres. Mais il y a 15 ans, quand ta propre mère était terrifiée et perdait la tête, tu as choisi de financer une fête de fraternité au lieu de payer pour ses soins médicaux. Tu m'as dit que tu n'avais tout simplement pas la liquidité pour l'aider. Alors, je respecte exactement les mêmes limites que tu as établies. Ton fils est un mauvais investissement et Zenith Venture n'a tout simplement pas la liquidité pour financer sa fête de fraternité. Le prêt est formellement et définitivement refusé. J'ai tourné le dos à l'enfant d'or en pleurs, à la mère sanglotante et au père totalement brisé. J'ai ajusté la bretelle de mon sac à main de créateur sur mon épaule, et j'ai commencé à marcher vers les lourdes portes de sortie en acajou. Pas un seul parent n'a essayé de m'arrêter. La foule s'est silencieusement écartée comme la mer Rouge, me permettant de traverser le centre de la pièce. Je m'éloignais de la toxicité, des mensonges et des personnes qui avaient essayé de m'enterrer vivante. Je sortais enfin de l'obscurité et je marchais directement dans la lumière brillante et indéniable de mon propre succès massif. L'air frais du soir a frappé mon visage au moment où j'ai poussé les lourdes portes en acajou du club de golf. J'ai remis mon ticket de voiturier au préposé adolescent et j'ai attendu ma modeste voiture de location dans la nuit tranquille de la banlieue. Je n'ai pas regardé en arrière vers les fenêtres du grand salon. Je n'en avais pas besoin. Je pouvais pratiquement sentir les ondes de choc chaotique vibrer à travers les murs de briques du bâtiment. Pendant 15 années brutales, j'avais porté le poids suffocant des attentes toxiques de mes parents et de leurs étiquettes incroyablement cruelles. Mais alors que je me glissais sur le siège conducteur et que je démarrais le moteur, j'ai réalisé que le poids lourd et écrasant avait complètement disparu. J'ai quitté l'allée circulaire manucurée et j'ai conduit vers le ciel lumineux du centre-ville de Lyon, laissant l'épave fumante de l'héritage de la famille Lambert entièrement dans mon rétroviseur. Les retombées sociales de ce dîner d'anniversaire furent absolument bibliques. Dans les banlieues aisées de la société française, les commérages sont la monnaie ultime et le statut social est farouchement gardé. Mes tantes et oncles n'ont pas gardé secret les secrets terrifiants de mes parents. Dès le lundi matin suivant, tout le réseau du club de golf savait exactement ce qui s'était passé dans cette salle à manger privée. Ils savaient que Richard et Evelyne avaient abandonné malicieusement ma grand-mère Hélène dans un établissement géré par l'État simplement parce qu'ils voulaient financer le style de vie ridicule de frat boy ou de Charles. Et pire encore, ils savaient que mon père avait secrètement hypothéqué son immense manoir de banlieue pour soutenir une entreprise complètement en difficulté. Pour les narcissiques toxiques comme ma mère, la mort sociale est infiniment pire que la mort physique. Evelyne a été complètement ostracisée par ses pairs. Les conseils caritatifs d'élite auxquels elle s'accrochait ont discrètement demandé sa démission, affirmant qu'il s'orientait dans une autre direction. Ses amis riches ont soudainement cessé de répondre à ses appels téléphoniques et ses invitations régulières à des dégustations de vins somptueux se sont complètement taries. Elle n'était plus la matriarche fière d'une famille très prospère. Elle était publiquement exposée comme la mère cruelle qui avait jeté un fils PDG milliardaire juste pour cajoler un fils ruiné pathétique. Et la ruine financière de Charles fut absolument spectaculaire. Sans mon injection de capital d'urgence de 2 millions d'euros, sa société de logistique est entrée en liquidation formelle 4 jours plus tard. La faillite de l'entreprise fut incroyablement désordonnée et complètement publique. Les créanciers fédéraux ont saisi tous ses véhicules de luxe loués dans son parking d'entreprise. Ils ont verrouillé les portes vitrées de son bureau au centre-ville et ont mis aux enchères ses machines à expresso ridicules et ses meubles de créateurs pour rembourser une fraction de leur valeur à ses investisseurs furieux.
Charles a été forcé de quitter brusquement son loft coûteux du centre-ville parce qu'il avait des mois de loyer en retard. À 37 ans, l'enfant d'or arrogant n'avait absolument rien à son nom. Pour survivre, il a finalement dû accepter un poste de simple gérant de car dans un magasin d'électronique local, répondant directement à un directeur régional qui avait 10 ans de moins que lui. Parce que mon père Richard avait secrètement drainé ses comptes de retraite et contracté une deuxième hypothèque massive pour financer les échecs massifs de Charles, la banque est finalement venue réclamer le vaste manoir de banlieue. Mes parents ne pouvaient tout simplement pas effectuer les paiements mensuels massifs sans le salaire de cadre de Richard, qu'il avait récemment perdu après avoir été forcé à une retraite anticipée en raison de l'humiliation publique de sa mauvaise gestion financière désastreuse. Ils ont été forcés de mettre leur maison parfaite sur le marché avec une perte massive et dévastatrice juste pour éviter la saisie totale. Ils ont dû faire leurs valises, leurs cristaux coûteux, leurs vêtements de créateurs et leurs égos brisés et déménager dans un appartement de 2 chambres exigu et incroyablement basique de l'autre côté de la ville. Et l'ultime justice poétique était que Charles devait emménager dans la petite chambre d'amis de cet appartement avec eux. 3 personnes misérables et toxiques piégées dans un petit appartement, se noyant dans les dettes et se blâmant mutuellement pour leur destruction totale. Environ 2 mois après la confrontation au club de golf, j'ai reçu une longue lettre manuscrite et frénétique par la poste. C'était d'Evelyne. L'écriture cursive élégante qu'elle utilisait habituellement était complètement tremblante et frénétique. Elle a passé 4 pages à essayer désespérément de jouer la victime ultime. Elle a écrit qu'ils vivaient dans une misère absolue par rapport à leur ancienne vie. Elle m'a supplié de leur acheter une nouvelle maison. Elle a même eu l'audace à couper le souffle de suggérer que puisque j'avais 60 millions d'euros, c'était mon devoir moral de sauver mes parents de la pauvreté. Elle a terminé la lettre en disant qu'elle était prête à me pardonner ma sortie publique cruelle si je leur virais simplement un geste de bonne foi financière. Je me suis assise dans mon immense pentouse du centre-ville en lisant ces paroles délirantes et j'ai effectivement souri. Elle ne comprenait toujours pas. Elle croyait toujours sincèrement que son pardon était une sorte de prix de grande valeur que j'essayais désespérément de gagner. Je n'ai pas répondu par une lettre. Je n'ai pas appelé pour expliquer mes sentiments. J'ai simplement marché jusqu'à mon bureau à domicile et j'ai introduit la lettre de 4 pages directement dans la déchiqueteuse de papier industriel. Puis j'ai ordonné à l'équipe de sécurité de l'entrée de mon immeuble de bloquer définitivement tous les visiteurs ou colis portant le nom de famille Lambert. C'était la limite absolue finale. J'ai officiellement fermé la porte à mes abuseurs et je l'ai verrouillée pour toujours. La semaine suivante, je me suis envolé pour Bordeaux pour marcher formellement dans les couloirs de la bibliothèque commémorative Hélène Lambert nouvellement ouverte. En passant par les portes vitrées massives, j'ai vu des centaines d'étudiants assis à des bureaux modernes et élégants, étudiant, collaborant et construisant leur propre futur brillant. Je me suis approché de la lourde plaque de bronze près de l'entrée et j'ai passé mes doigts sur le nom de ma grand-mère. Elle aurait été si incroyablement fière, pas seulement de l'argent ou du succès corporatif massif, mais de la femme que j'étais devenue. Une femme qui a refusé de laisser la cruauté endurcir complètement son cœur. Une femme qui a pris sa douleur la plus profonde et l'a transformée en un pont numérique qui aidait actuellement des millions d'étudiants en éducation spécialisée à travers le monde. J'ai maintenant 34 ans et je m'épanouis absolument. Zenith EdTech s'étend sur 3 nouveaux marchés internationaux cette année. Je passe mes week-ends à encadrer de jeunes femmes brillantes dans le secteur de la technologie, leur enseignant comment défendre farouchement leurs propres valeurs dans les conseils d'administration. J'ai construit une vie belle et profondément paisible entourée d'une famille choisie de personnes brillantes et solidaires qui m'aiment exactement pour ce que je suis et non pour ce que mon compte bancaire peut faire pour elles. Si vous regardez cette vidéo maintenant et que vous êtes arrivé jusqu'ici, je veux vous parler directement. Peut-être êtes-vous le bouc émissaire désigné dans votre propre famille. Peut-être êtes-vous assis dans une pièce silencieuse vous sentant complètement écrasé parce que les personnes qui étaient censées vous aimer inconditionnellement vous ont traité comme un fardeau absolu. Peut-être vous compare-t-on constamment à un enfant d'or qui ne peut jamais faire de mal, peu importe à quel point il échoue. Je veux que vous m'écoutiez très attentivement. Vous n'êtes pas un échec juste parce que des personnes toxiques refusent de reconnaître votre profonde valeur. Voici les leçons les plus vraies que j'ai apprises en survivant au feu de ma propre famille. Numéro 1. Vous ne devez pas votre destruction absolue à des personnes qui exigent votre loyauté mais refusent de vous offrir un respect humain de base. Numéro 2. Conserver des dossiers et prendre des captures d'écran n'est pas une question d'être mesquin ou de chercher à vous venger. Il s'agit de protéger agressivement votre propre santé mentale lorsque les abuseurs narcissiques essaient de vous faire douter et de réécrire l'histoire. Et numéro 3.
la vengeance la plus absolue et la plus dévastatrice que vous puissiez jamais infliger aux personnes qui ont essayé de vous enterrer et de construire silencieusement une vie massive et brillante sans eux. Vous avez le droit de vous éloigner. Vous avez le droit d'arrêter de financer vos abuseurs. Vous avez le droit de laisser tomber et d'arrêter complètement de vous battre pour l'approbation de personnes qui sont déterminées à vous comprendre mal. Protégez votre paix. Construisez votre empire en silence et laissez-les complètement s'étouffer avec la vérité absolue lorsque vous entrez enfin dans votre propre lumière massive.